Abidjan, le 3 janvier 2014. À la une de l'actualité ce samedi, la célébration de la nuit du Maoulid commémorant la naissance du prophète de l'islam. Y a-t-il un sens spirituel à cette fête? Dans ce journal, les précisions de l'imam Sékou Sylla, membre du COSIM, le Conseil supérieur des imams, en Côte d'Ivoire. 72 heures après l'adresse à la nation du Nouvel An du chef de l'État, les partis politiques se prononcent. Que retiennent-ils du message du président de la République? Comment l'analyse-t-il? Dans cette édition, vous entendrez entre autres Daniel Boni-Clavry de l'URD. Et puis à l'étranger en France, cette pratique de plus en plus courante, après avoir fui la guerre et la misère, et gagné l'Europe par terre ou mer, des migrants africains, majoritairement demandeurs d'asile, vivent au jour le jour dans des presbytères qu'ils squattent pour éviter la rue grâce à la solidarité des riverains. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire également, dans une demi-heure, la page culture à la découverte ce soir d'une œuvre romanesque, Le Grand Masque a menti. C'est le titre du livre écrit par Atita Ino, qui a remporté le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2014. La page culture à suivre dans ce journal. Tout d'abord, l'actualité politique, 72 heures après l'adresse à la nation de Nouvel An du chef de l'État. Les partis politiques se prononcent. Que retiennent-ils du message du président de la République? Comment l'analyse-t-il? Je vous propose de suivre les réactions de certains partis d'opposition, l'URD, Union républicaine pour la démocratie de Daniel Boni-Clavry, le Renouveau pour la paix et la concorde d'Henriette Lagou et le CAP UDD avec Laurette Boété. Ils sont au micro de Sidonie Davila. Dans son adresse à la nation, le président Ouattara s'est longuement appesanti sur son bilan. C'est un bilan extrêmement positif qui nous a été donné d'entendre et c'est aussi la manière d'ouvrir l'année électorale. Donc ce sont des propos normaux dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle, mais je tiens tout de même à observer que le mot candidat et le mot candidature n'ont jamais été prononcés. Nous avons entendu une longue énumération de réalisations. J'ai pu moi-même emprunter, comme beaucoup de mes compatriotes, le nouveau pont Henri-Conan Bédier et en ressentir de la fierté. Mais je garde en mémoire le fait que toutes ces belles réalisations n'ont qu'un faible impact social. Je me réjouis de l'annonce faite par le président de la République de la reprise du dialogue politique. Nous nous demandons pourquoi cela avait été interrompu. Il est important, il est essentiel que nous puissions nous retrouver pour tenter d'évacuer définitivement tout ce qui est encore problème entre nous. Je pense notamment à la libération de tous les détenus politiques, notamment ceux qui sont en prison sans être inculpés. Je pense également qu'il faut que tous les comptes bancaires puissent être dégelés afin que l'on puisse éviter tous ces drames familiaux que nous avons connus les uns et les autres. Mon parti, l'URD et moi-même continuerons à conjuguer nos efforts avec le gouvernement pour nous donner les moyens de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et justes. Nous avons un défi en tant qu'Africains à relever, c'est celui de démontrer qu'élection ne rime pas forcément avec conflagration. Au plan économique, le président a peint un tableau très reluisant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance d'environ 9%. Et nous avons accueilli en Côte d'Ivoire plus de 5000 entreprises dans tous les domaines qui se sont installées. Et il a abordé aussi les questions de grands travaux, de grands chantiers qui évidemment ont amélioré l'économie. Cependant, quand on descend sur le volet sociétal, ce tableau peint de l'économie devait se faire ressentir sur la population. C'est à ce point-là que nous allons dire qu'en tant que président du parti politique, parcourant toute la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes qu'il faut relever.
Aujourd'hui, le taux de chômage à environ 25%. Ça a été indiqué par le ministère en charge de cette question. Et donc, nous pensons que ce qui a été dépeint ne se perçoit pas dans la réalité, en ce sens que ce taux, nous estimons très élevé par rapport à la population. Comment faire pour arriver à une réconciliation totale avant qu'on aille faire des élections apaisées et des élections qui puissent donner à la Côte d'Ivoire une paix durable? C'est une très grande inquiétude pour nous en tant que chef de parti politique. Donc le président devrait, dans son discours, éclairer les populations par rapport à ce dossier de réconciliation. Le KPDD est d'accord qu'il y a du positif dans ce qu'a dit le président de la République, mais nous disons le développement, c'est bien, mais la base, c'est l'unité. La réconciliation des Ivoiriens, si tout cela n'est pas réuni, il sera difficile pour les Ivoiriens d'apprécier à sa juste valeur tout ce positif du président de la République. Le président de la République a parlé d'élections apaisées. On ne peut pas aller aux élections sans financement. La constitution ivoirienne demande que les partis politiques soient financés. Nous sommes en période électorale. Le KPDD voudrait demander au président de la République de se pencher en cette année 2015, en ce début d'année, sur le financement des partis politiques. Demain, vous pourrez suivre la suite des réactions des responsables d'autres partis politiques, réactions en message à la nation du chef de l'État. Ce samedi nuit sera célébrée la nuit du Maoulid, commémorant la naissance du prophète de l'islam. Y a-t-il un sens spirituel à cette fête? Quelles précautions prendre quand on sait que cet événement entraîne des déplacements massifs des populations vers l'intérieur du pays? Les réponses avec l'imam Sékou Sylla, membre du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Mahamadou Traoré, commenté par Abou Sanogo. Le Maoulid commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion donc pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulid. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulid donne lieu à des déplacements massifs de population vers l'intérieur du pays. Occasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulid soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulid aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, le lundi 12 Rabiou Awal, 3e mois du calendrier lunaire de l'an 570. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 4 janvier 2015, le lendemain de la commémoration du Mawlud, l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Au moment où la communauté musulmane nationale célèbre le Maoulid, celle du district du Denguélé a marqué un grand coup avec la réouverture de la plus grande mosquée de la région. Fermée pour travaux, la grande mosquée d'Odiné a été rouverte hier matin par le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, également en présence de plusieurs membres du gouvernement. La correspondance de notre envoyé spécial dans le Kabadougou, Mamadou Kouassi. Les fils religieux musulmans du nord de la Côte d'Ivoire, croupissent sous le poids de l'âge, perdant ainsi son lustre d'antan avec la vétusté. Mais depuis quelques jours,
La grande mosquée d'Odine a fait peau neuve. Elle était entièrement réhabilitée et équipée en tapis de prière et matériel de sonorisation. L'œuvre est d'un cadre de la région, Nassine Batouré, par ailleurs maire de la ville d'Odine. À travers cette action de piété, elle veut redonner une fière allure à l'islam dans le Kabadougou. Nous ne pouvions donc pas rester indifférents face à une telle situation. Notre foi en Dieu a suscité en nous le désir ardent de redonner une fière allure et de réhabiliter cet édifice religieux, lieu par excellence de témoignage de notre relation personnelle avec le Créateur. Une action saluée par l'ensemble de la population. Le cheikh Aïma Bouakari, président du Conseil supérieur des imams, a saisi l'occasion pour inviter la communauté musulmane à l'union et à la solidarité afin de faire barrage à la pauvreté. Il a également présenté la place de la mosquée dans la vie du croyant. C'est dans la mosquée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éduquait sa communauté et l'enseignait, socialisait la communauté et fraternisait la communauté. Et c'est dans la mosquée que toutes les grandes décisions du prophète étaient prises. Le ministre Mamadou Sanogo, parrain de la cérémonie, a exhorté les fils et filles du district de Denguélé à la fraternité et à l'union pour soutenir les efforts de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il faut prier pendant ces jours pour le président Alassane Ouattara, non seulement pour sa réélection, mais pour qu'il soit mieux inspiré pour nous conduire au développement. Le ministre Gaussou Touré a, au nom de tous les cadres, salué l'initiative de Nassine Batouré. Il soutient qu'avec l'union des cadres du Kabadougou, les actions de développement seront renforcées en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du COSIM, a officié la toute première prière de vendredi, après 6 mois de travaux. Le Maolid, c'est aussi un moment de solidarité. C'est pourquoi l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire organise des journées de consultation gratuites au profit des populations d'Abobo ce samedi. Elles sont ouvertes à tous avec pour but de rapprocher les médecins aux personnes en difficulté et qui n'ont pas de ressources. Patricia Omouetia. Démarche lente et difficile. Kamagate Mamadou, 72 ans, se fait aider par son fils. Sans hésitation, il se dirige vers l'équipe médicale. Il vient en consultation à l'occasion de la journée gratuite des consultations médicales. Pour mon mal, j'ai de la peine à marcher. Organisée par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le district sanitaire d'Abobo, cette journée enregistre la participation de plusieurs spécialistes en santé publique et permet de diagnostiquer plusieurs pathologies. Ce sont des signes d'un syndrome cardiaque. C'est-à-dire, quand tu dis tu marches, tu prends les escaliers. Tu prends les escaliers ou bien tu prends la côte, tu respires difficilement. Les organisateurs se félicitent des résultats de cette journée et de son importance pour les populations. Nous avons vraiment constaté beaucoup de cas beaucoup tristes, vraiment qui nous obligent à demander à l'ensemble de la communauté musulmane vraiment à se donner la main, contribuer de sorte que nous allons vers nos parents. Je suis très content. Je veux que ça n'a qu'à continuer. Initiées par l'Union des musulmans de Côte d'Ivoire, les consultations médicales gratuites se poursuivent. Elles ont débuté le 20 décembre dernier dans la commune d'Adjamé. La population d'Abié village, situé dans le département d'Adzopé, veulent des infrastructures de développement. Le centre de santé d'Abié, aujourd'hui vétuste, a besoin notamment d'être réhabilité. C'est la mission première que s'est assignée la MUDERA, la mutuelle de développement d'Abié. Serge Collier. Abié, village d'environ 20 000 âmes situé à 65 km à l'est d'Abidjan, dans le département d'Adzopé, manque cruellement d'infrastructures. Le seul centre de santé ne répond plus aux exigences sanitaires des populations. Il est dépassé et dépourvu d'équipements. Les travaux de réhabilitation de ce centre ont été lancés par le représentant du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. C'était à l'occasion de l'investiture du bureau de la MUDEVA, la mutuelle de développement d'Abié. Le président de la MUDEVA, Moné Okupolin, et son bureau entendent conduire avec succès les travaux de l'hôpital du village. La MUDEVA a indiqué son président mettra tout en œuvre pour favoriser le développement d'Abié. La priorité de la MUDEVA, la santé, l'éducation, l'adduction d'eau potable. Les villageois n'arrivent pas à écouler leurs produits des champs. Donc il nous faut reprofiler
les pistes villageoises. Saraka Alou André a tenu à rassurer les populations villageoises et la Mudeva. Le parrain, Albert Atouakus Mabri, se tient à la disposition du village d'Abié. Le chef du village, Nanan Anepo, pour sa part, se réjouit des ambitions de la Mudeva pour Abié. Avec le soutien du président du conseil régional de la ME, la Mudeva veut donner aux 20 000 villageois d'Abié les instruments du développement. L'État d'Israël apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la prévention contre le virus Ebola. Des médecins israéliens ont participé récemment au renforcement des capacités des médecins de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. De l'équipement a été également offert aux médecins ivoiriens. Le point de Serge Gangomé. La Côte d'Ivoire est voisine à la Guinée et au Libéria, deux pays dont plus de 5000 habitants sont victimes du virus Ebola. Alors, l'État d'Israël, soucieux de la poursuite du développement entamé en Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, a dépêché une équipe de médecins auprès de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Ces médecins, durant leur séjour en Côte d'Ivoire, ont appris aux médecins ivoiriens les précautions à prendre pour traiter les cas d'infection afin d'épargner le plus grand nombre d'habitants. Le port d'équipements de protection des médecins et les techniques d'approche des personnes infectées sont entre autres les éléments de la formation. L'État d'Israël manifeste son engagement à lutter contre le virus Ebola. Cette formation est une contribution tout à fait naturelle en raison des bonnes relations et de la coopération qui existe déjà entre nos deux pays. Outre la formation donnée par les médecins israéliens, l'État d'Israël, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert des équipements aux médecins de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que la fièvre à virus Ebola a dépassé le cap des 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, mais aucun cas n'a été détecté en Côte d'Ivoire. Niamien Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, demande aux enseignants du supérieur réunis au sein de la CNEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, de surseoir à leur menace de grève illimitée prévue après-demain lundi. C'était lors d'une rencontre hier à son cabinet au plateau. Issa Yeo, Abou Sanogo. Les enseignants des universités et grandes écoles réunis au sein de la CNECSI, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, menacent d'entrer en grève illimitée à partir de lundi si leurs revendications portant sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie ne sont pas satisfaites, à savoir les arriérés de salaire depuis 2009, la revalorisation des taux horaires, la prime de recherche et sa trimestrialisation du paiement, l'équipement des salles de travaux dirigées et pratiques, la connexion intranet et extranet sur tous les campus. Pour apaiser le climat social, Niamien Konan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les a appelés à surseoir la menace de grève illimitée au risque de tomber sous le coup de la loi s'ils n'épuisent pas toutes les voies de recours et de discussion. Ainsi, après plusieurs heures d'échanges, il a été décidé de la mise en place d'un groupe de travail afin de mieux élaborer les revendications, ce avant la rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le lundi 5 janvier à 14 h, tous les enseignants du supérieur, tous les chercheurs des instituts, des grandes écoles pour une AG extraordinaire. Parce que le ministre nous a proposé une rencontre le jeudi prochain. Cette rencontre va nous situer sur la conduite à tenir pour que nous puissions rencontrer le Premier ministre. Dans un esprit de dialogue, dans un esprit de partenariat, dans un esprit de famille, nous puissions sauvegarder toujours l'essentiel, c'est-à-dire la formation de la jeunesse ivoirienne, qui est la chose la plus importante. Et que nous ayons des universités et grandes écoles qui retrouvent leur place sur l'échiquier africain et pourquoi pas. Le ministre Niamien Konan a promis le paiement de la prime de recherche dans les tout prochains jours. Le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour la société et les agents? Voilà le thème développé au cours d'une conférence organisée récemment par les agents du syndicat libre du Bureau national d'études techniques et de développement Benet. Elle a eu lieu au siège de l'institution. À l'occasion, l'importance du syndicalisme dans une entreprise a été évoquée. On fait le point avec Konepar Gassoro.
Le syndicat, organisation professionnelle ou catégorielle à caractère privé, son but, assurer la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Les syndicats sont mis en place dans les entreprises dans le but de défendre la condition de vie des travailleurs. Plusieurs grèves peuvent plonger l'entreprise. Vu qu'il y a des droits, les employés ont des droits, donc c'est important que ces droits-là soient vraiment réglés et qu'il y ait un mieux-être pour chaque employé. Le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour l'entreprise et les agents? Ce thème était au centre de la conférence animée par Blible David. Selon le conférencier, militer au sein d'un syndicat dans une entreprise doit constituer une force pour l'entreprise. Il s'agit pour le syndicaliste d'aider l'entreprise à avancer, mais aussi à atteindre ses objectifs. Des comportements qui, selon le conférencier Blible David, permettraient aux responsables de l'entreprise de considérer les différentes doléances et requêtes des employés. Hippo Ludovic, représentant le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, encourage cette initiative des agents de cette structure. Initiative qui, selon lui, permet de mettre en exergue les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Une initiative soutenue par le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du BNET, Balépul Chéri. Pour elle, cette conférence est une opportunité qui vise à créer et à faciliter la communication entre la direction et les employés. Pour le conférencier donc, le syndicalisme ne doit pas être synonyme de déstabilisation, mais plutôt une force pour aider l'entreprise. Il courait ces derniers temps beaucoup de bruit sur la disparition d'enfants. L'un de ces malfaiteurs, voleurs et kidnappeurs d'enfants a été pris par les habitants du quartier Sagberan, c'est dans la commune d'Abobo. À en croire les témoignages, il s'apprêtait à conduire le petit Alassane Traoré, âgé de 11 ans, dans la forêt du Banco, située à une cinquantaine de mètres de là où jouait le jeune Alassane et ses amis. Son plan ayant échoué, il a été mis à sang par les habitants avant d'être relâché. Le témoignage de Konepar Gassoro. Quartier Sagberan, dans la commune d'Abobo. Ici habitent Alassane et Ousmane, âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils sont au cours moyen première année CM1. Ces deux enfants reviennent de loin. En effet, jouant dans ce couloir en bordure de forêt, le petit Alassane a été enlevé par un inconnu, ce après l'avoir battu jusqu'à lui faire perdre connaissance. Destination, la forêt du Banco, située à environ 50 mètres de cette allée. Un jeune monsieur, il est venu nous attraper. Il dit, moi, un cas me déshabiller, puis un cas couché dans le poteau là. Il dit, il ne veut pas. Et puis il m'a attrapé, il dit, moi, un cas venu en partie. Il partait à nous, et puis mes amis sont partis à payer les tentatives. Alertés, les populations réussissent à venir au secours du jeune Alassane. L'individu n'ira pas loin, il sera très vite interpellé. Il a frappé petit là, il dit, il va couper son kiki. Il a attrapé son bouche, il a crié. Arrivé quelques instants plus tard du marché, contre toute attente, la mère de la victime a souhaité la relaxe de l'individu. J'étais au marché, à mon arrivée, j'ai appris qu'ils ont attrapé mon enfant au bord de la forêt. Ils m'ont dit que qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse au monsieur. Il dit non, qu'ils n'ont qu'à le laisser, il va partir. Ils ont voulu l'envoyer au commissariat du 21e arrondissement. Comme l'enfant n'avait rien, ils n'ont rien fait, donc j'ai demandé à ce qu'on le lâche. Pour les habitants du quartier Sagberan d'Abobo, les parents doivent être plus vigilants. On demande aux parents de veiller beaucoup sur les enfants, de mieux les protéger, et au gouvernement aussi, de renforcer la sécurité sur ce phénomène. Pour l'heure, Alassane et son ami Ousmane sont hors de danger. Ils promettent à ne plus jouer en bordure de forêt. En politique, le député de Mans, sous-préfecture Sanguinet, poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation autour de la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Après Danané, Mans et Dieucoué, Siki Blanc-Blaise était à Zouanouyen, où il a invité les fils de la région à l'union et à la mobilisation autour de la candidature du chef de l'État, Abou Sanogo. Le député de Mans-Sanguinet poursuit sa campagne de mobilisation et de sensibilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour en 2015. Ainsi, après Mans, Danané et Biancouma, le député Siki Blanc-Blaise a animé un meeting dans la cour de l'école primaire publique de Zouanouyen. Devant une population sortie nombreuse, Siki Blanc-Blaise a donné les raisons pour lesquelles il faut soutenir la candidature consensuelle autour du président Alassane Ouattara. Pour un tel homme, c'est une nouvelle chance
que Dieu donne à la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour demander à Johnny de nous mettre ensemble pour que les élections du mois d'octobre 2015, nous puissions montrer au président Alassane Ouattara que ses enfants, quand je dis ses enfants, je veux parler du ministre Mabri, je veux parler de Blondel, ils se sont mis ensemble pour faire la campagne d'Alassane Ouattara. Alors, nous tous, on vote Alassane Ouattara. À sa suite, le président du comité d'organisation et le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Zouaounié ont tous plaidé pour une réconciliation et une cohésion totale entre les fils et filles de la région. Des bénédictions ont été faites à l'endroit du chef de l'État. Danses et chants de la région ont meublé cette cérémonie. Dans le secteur agricole, des associations de femmes et de jeunes du milieu rural de la commune de Botro viennent de recevoir du matériel agricole, des semences améliorées et des produits phyto. Montant global du don, plus d'1 million de francs CFA. Ouattara Amadou, Kader Sogodogo. La municipalité de Botro œuvre pour la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, elle a d'abord sensibilisé les agriculteurs de cette commune à l'utilisation des techniques culturelles modernes afin de mieux produire. Ensuite, rechercher des partenaires au développement pour accompagner ce programme. Cette recherche d'appui vient de porter fruit. Une structure internationale de fabrique de produits agropharmaceutiques a répondu favorablement à l'appel. Elle vient d'offrir des matériels agricoles de qualité, des semences améliorées et des produits phytosanitaires aux associations de femmes et de jeunes du milieu rural de la commune de Botro. Montant global du don, plus d'1 million de francs CFA. Yao Célestin Copresse, maire de Botro, et Charles Sebim, président directeur général de la structure donatrice, ont exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des dons. Cela en vue de permettre de futures actions en faveur d'autres localités de la commune et de pérenniser le programme pour l'autosuffisance alimentaire. Heureux, les bénéficiaires ont promis se mettre au travail afin d'atteindre les résultats escomptés. Il faudrait un suivi réellement pour que nous puissions avancer dans la production. Un match de football qui avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes a ponctué cette cérémonie de remise de matériel agricole et de produits phyto à Botro. À l'étranger, la France, avec cette pratique de plus en plus courante, après avoir fui la guerre et la misère et gagné l'Europe par terre ou mer, une soixantaine de migrants d'Afrique de l'Est, majoritairement demandeurs d'asile, vivent au jour le jour dans des presbytères qu'ils squattent pour éviter la rue grâce à la solidarité des riverains. Sylvie Touré. Chaque semaine, Janine Mondin vient enseigner le français à des réfugiés qui squattent le presbytère de son quartier. Je suis assis dans une chaise. Pour moi, c'est comme s'il faisait partie de ma famille. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est auprès de chez moi et qui est sans communication. Je viens les voir en dehors du français, seulement pour les voir, leur parler, essayer de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Il y a 5 mois, ces demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la Corne de l'Afrique, sont arrivés dans ce quartier populaire de Nantes. Là aussi, il y a quelqu'un qui dort ici. Chassés d'un précédent squat, ils s'entassent ici à plus de 60 et comptent aujourd'hui sur le soutien des riverains et des associations pour vivre. Les habitants du quartier et tout ça, ils sont touchés par cette image-là et ils venaient en aide avec soit avec des couvertures, soit avec des matelas, soit avec des nourritures. Mise devant le fait accompli, la paroisse a accepté la présence des occupants et leur fournit eau et électricité. La cohabitation peut se faire, mais la cohabitation actuelle ne peut pas être une solution si on ne touche pas les conditions de logement. À l'intérieur du bâtiment, 8 chambres, certaines partagées par une dizaine de personnes. Des conditions difficiles pour Ali, qui a pourtant vécu l'enfer de la guerre en Libye et d'une traversée clandestine de la Méditerranée. Je me retrouve dans ce squat parce que je viens d'un pays en guerre, que j'ai déposé ma demande d'asile, mais elle est toujours en cours. En attendant, l'administration ne m'a pas fourni de solution de logement. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'être dans ce squat. Je ne peux pas rester dehors. Selon la loi, l'État français doit fournir un toit aux demandeurs d'asile, mais à Nantes comme ailleurs en France, les centres d'accueil sont saturés. L'argument disant mais
on va étudier leur cas. Et s'ils sont véritablement demandeurs d'asile, ils auront une place, mais où? Tout est plein. Selon les associations, la majorité des squatteurs a effectué les démarches et attend une réponse. Face à la surpopulation du presbytère, une trentaine d'entre eux a déjà quitté les lieux pour s'installer dans un autre squat tout aussi précaire. Bienvenue dans la page culture. Pour commencer ce soir, on parle Festica, le festival culturel et des arts d'Abobo. La rencontre a fait vibrer les populations ainsi que le maire de la commune. 72 heures durant, les arts vivants étaient à l'honneur au complexe sportif de la commune. Serge Coléa. Monsieur le maire, aidez-nous à faire d'Abobo le plus grand pôle culturel de l'Afrique au sud du Sahara, parce que Abobo le mérite. C'est par cette doléance que le Festica, le désormais traditionnel festival culturel des arts d'Abobo, a ouvert les portes de sa 4e édition au complexe sportif de la commune. Le premier magistrat d'Abobo, le député maire Adama Tunkara, ministre du pétrole et de l'énergie, parrain de cet événement, était pour l'occasion aux côtés des populations pour donner le ton de ces festivités. Accompagné d'une forte délégation du conseil municipal, le parrain s'est engagé à soutenir ce festival en mettant à la disposition de son initiateur, Kunta Mader, des moyens conséquents afin de donner à ce festival une plus grande dimension. Pour lui, le Festica est une belle vitrine culturelle et artistique de rassemblement pour la cité cosmopolite d'Abobo. Dire à mon jeune frère, Kunta Mader, qu'il peut rester tranquille, que toutes les péripéties qu'il a vécues pendant ces 4 dernières années seront vite oubliées l'année prochaine, car nous prendrons en main l'organisation de ce festival. Plusieurs artistes de renom ont donné une saveur particulière à cette édition du Festica, riche en son et en lumière. Pour l'édition 2015, les organisateurs prévoient l'arrivée du grand nom de la chanson africaine et mondiale. Dans la page culture également, nous découvrons ce soir une œuvre romanesque, Le Grand Masque Amanti, livre écrit par Atitaino, notre invité ce soir. Bonsoir Atitaino. Bonsoir. Atitaino, pardon. Bonsoir Monsieur Derasuba. Vous avez remporté le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2014. On va ensemble suivre la présentation de cette œuvre avant notre entretien. Le Grand Masque Amanti est un roman écrit par Atitaino. Cette œuvre est une véritable incursion dans le vécu des villageois. Il s'agit notamment du village de Loposo où les us et coutumes représentent des valeurs importantes. La puissance des croyances et la prépondérance des coutumes assurent la cohésion entre tous. Le point culminant est l'empire des convictions d'un homme de courage nommé Yuku Dibaou, un pêcheur accusé à tort d'avoir assassiné son frère Kadi. Le nœud de l'intrigue est un maître et sa résolution. Cette situation laisse ainsi libre cours à un suspense qui va crescendo jusqu'à l'épilogue ou la puissance dévastatrice de la vérité. Situation qui provoquera l'écroulement des croyances originelles et ancestrales d'une partie des villageois et sèmera le doute dans l'esprit de nombreux autres. Ce roman de 269 pages développe des valeurs telles que le courage, la droiture, l'honnêteté, le respect et l'amour. C'est aussi un éclairage sur les fondements de la remise en cause de ces croyances et de leurs représentants. Atitaino, avant d'en venir au décryptage de cette œuvre, parlons un peu de vous. Vous êtes comptable de formation, de profession. Comment vous est venue cette passion pour la littérature, pour l'écriture? Je vous remercie, M. Derasuba. J'ai été influencée par une passionnante histoire. Un livre d'une écrivaine ivoirienne m'a donné ce déclic. Et vous savez, la lecture a un pouvoir et la magie des mots, j'y crois. Et vous avez décidé, vous également, de transmettre ce déclic-là à d'autres lecteurs. Voilà pourquoi, dans ce roman de 269 pages intitulé Le Grand Masque Amanti, vous traitez de la croyance en nos traditions et coutumes. L'histoire que vous y racontez mène Dibaou, le personnage principal, aux prises avec l'une des femmes de son défunt père. Expliquez-nous un peu cette histoire. L'histoire de Dibaou commence après le décès de son père. La famille Diba se réunit et lui confie
le désigne comme le mari tuteur des veuves de son père. Si l'une des veuves, qui n'est autre que sa mère, ne lui cause aucun problème, l'autre, la marâtre, réclame sa place d'épouse. Et pour cela, elle fait des caprices. Et suite à une dispute, Dibaou fait l'erreur de battre sa marâtre, qui décide de se venger de ce jeune homme. Et quelques temps après, meurt le jeune frère de Dibaou, empoisonné. Sa dépouille porte plainte auprès de l'être suprême, l'autorité suprême de la communauté Pawebo. Et justement, ça relève du surréaliste. À en croire vos écrits, vous venez de le dire. Dans certaines traditions, il peut arriver qu'une dépouille porte plainte chez le Grand Masque. Cela paraît surréaliste, comme je le disais tantôt, mais ça a été le cas avec la dépouille du frère cadet de Dibaou. Et dans cette histoire, le Grand Masque, dans son jugement, a tenu Dibaou coupable du meurtre de son frère. Dès lors, s'engage un bras de fer entre les deux personnages. Effectivement, ce sont des aberrations, parce que c'est une complicité qui a été faite entre la marâtre et le Grand Masque, qui jusque-là considéré comme infaillible. Et on en voit partout dans nos sociétés traditionnelles ce genre d'aberration. Et Dibaou a réussi à démystifier le Grand Masque. Effectivement, Dibaou a démystifié le Grand Masque. Il a gagné une bataille, mais n'a pas gagné la guerre, parce que c'est une guerre d'un individu, la guerre d'un individu contre toute une communauté. Et Dibaou, certes, a mis le doute dans la tête de certains villageois, mais il est parti, il a été banni. Il a été banni du village, justement. Fallait-il en arriver là? Bien sûr, il fallait en arriver là, parce que le doute qui planait dans la tête de certains jeunes, l'histoire pouvait se répéter. L'histoire pouvait se répéter. Et donc, il a été banni pour sauver le Grand Masque. Avec cette histoire de Dibaou à Titaïno, mettez-vous en avant le fait que la raison doit prévaloir sur nos coutumes et traditions, c'est cela? Effectivement, la tradition, d'accord, mais il faut un minimum, un maximum d'ailleurs de discernement. Alors, quel message envoyez-vous à travers cet ouvrage à la jeune génération? Mais le message est clair, la jeune génération est vraiment tournée vers le numérique. Elle s'intéresse plus aux ordinateurs et tout. Et donc, pour détourner un tant soit peu l'attention de cette génération, j'ai voulu faire un retour à la source. À Titaïno, paru en mai 2014, le Grand Masque a menti vous a déjà valu de remporter 2 lauriers, le prix international du jeune écrivain 2014. Ici présent, ce prix est sur notre plateau, décerné par le ministère de la Culture et de la Francophonie, puis une mention spéciale au prix ivoirien de la littérature d'expression française 2014, décerné par Aquaba Culture. Des raisons de continuer à écrire? Effectivement, c'est un encouragement. Et vraiment, je crois que comme je suis au début, et avec ce prix, ça m'encourage d'aller de l'avant. Pour terminer, à Titaïno, à quand le prochain ouvrage? Bientôt. Bientôt. Merci en tout cas pour la précision de cette réponse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir à cette page culture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.